Tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire qui s'appelle Comment exploiter la data pour mieux circuler, notamment dans le contexte des Jeux Olympiques 2024. Et nous avons autour de nous deux experts, Célia et Alexis de chez Nomadia, qui, entre parenthèses, est notre partenaire. Et donc, ils nous ont proposé ce webinaire qui nous semble intéressant parce que, un, il est d'actualité, deux, on va parler de sujets qui sont un peu plus fins, c'est ceux de la data. Et on va voir comment on peut exploiter la data dans des contextes un peu dynamiques pour aider, dans ce cas précis, toutes les personnes qui font des livraisons, qui vont se déplacer pendant un événement. Et donc, ça se duplique sur n'importe quel événement, bien évidemment, j'imagine. Donc, Célia, Alexis, à vous, je vous laisse présenter ce sujet passionnant. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc oui, comme tu le disais, une belle équipe de chez Novadia. Donc moi-même, Sales Account Executive, ça veut dire que je suis en charge de sujets commerciaux, notamment sur des grands comptes transport et logistique. Donc voilà, moi je suis vraiment spécialisée sur ces sujets autour de l'optimisation, les conditions de circulation. Et on va travailler aussi sur des sujets de traçabilité avec notamment des transporteurs et des acteurs de la supply chain. Et avec moi, Alexis. Oui, bonjour à tous, donc Alexis Bergier, je suis Head of Product, donc je manage les chefs de produits de nos 11 produits chez Nomadia, voilà, plutôt sur des segments Field Service Management, logistique et protection du travail isolé, et aussi ce qu'on appelle la partie sales, nous, donc les commerciaux itinérants. Voilà. Mais tous ces personnels-là, chez nous, ont un point commun, c'est le déplacement. Et donc voilà, c'est au cœur du sujet d'aujourd'hui et j'ai hâte de vous en parler avec Célia. C'est ça, un profil technique autour de la mobilité. Voilà. Donc effectivement, chez Nomadia, nous, le cœur de notre sujet, c'est de travailler sur la mobilité. Donc comment on fait pour se déplacer. Et donc c'est vraiment l'enjeu du sujet aujourd'hui avec les JO. C'est aujourd'hui, tout le monde craint un peu de qu'est-ce qui va se passer dans un mois en fait. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, pour mieux se déplacer. Donc chez Nomadia, on travaille sur 3 grands sujets. Sur les 3 grandes populations en fait qui se déplacent parmi les travailleurs français, 60% se retrouvent parmi ces 3 grands métiers. Les forces de vente, les commerciaux terrain qui vont se déplacer, les chauffeurs, livreurs, évidemment, c'est leur métier. Donc, on a une grande expertise là-dessus. Et les techniciens. Donc, vraiment, c'est ce qu'on fait chez nous. Faire des solutions logicielles pour permettre à ces 3 grands métiers de se déplacer au mieux dans le cadre de leur activité pro. Et donc aujourd'hui, Cocorico, on est une grande PME française. Donc on est plus de 220 collaborateurs spécialisés sur ces 3 grands métiers. Donc on va travailler sur comme on vous le disait, des produits qui vont faire de l'optimisation de tournée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler sur des problématiques de déplacement pendant les JO. Et aujourd'hui, voilà, on est reconnu au niveau international. Et donc on travaille sur des sous-traitants, des petits acteurs, des cabinets de conseil qu'on va accompagner sur des problématiques locales, sur des problématiques comme aujourd'hui qui sont ponctuelles et qui vont poser un problème supply chain spécifique. Et nous, on va donner une brique technologique pour résoudre ce problème-là. Et puis sur des plus grandes échelles à l'international ou sur des très grandes structures où vraiment on va être une brique qui va aider au quotidien de la livraison en fait et des déplacements des chauffeurs livreurs. Donc l'idée c'est en fait on s'est construit avec plein d'acteurs qui avaient des briques technologiques fortes et donc on a pris toutes ces briques là, un moteur d'optimisation, une expertise sur la cartographie. Donc on va en reparler, on va aller plus loin. Et on l'a spécialisé au monde de la supply chain. On s'est dit, voilà, on sait gérer des cartes, on sait gérer de la data des JO. Comment on peut l'appliquer aujourd'hui à des métiers autour de la supply chain, autour du chauffeur-livreur. Voilà. Donc on va travailler, comme je vous le disais, avec des grands noms, voilà, dans différents secteurs, dans la santé, sur la logistique du dernier kilomètre, sur la logistique urbaine, sur des problématiques de froid. Donc c'est vraiment très diversifié.
Et le but aujourd'hui, et c'est là où on s'est trouvé avec Alp Supply Chain, c'est que le secteur du transport logistique est celui qui a moins réduit ses émissions de CO2 ces 40 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'acteurs IT, pour les accompagner là-dedans aussi? Donc, sur de la performance, hein, sur de la performance économique, donc c'est-à-dire rouler moins de kilomètres, c'est aussi réduire ses coûts carburant et émettre moins de CO2. Donc, comment on peut, nous, apporter des briques technologiques qui sont vertueuses en ce sens-là? Et donc on travaille aussi sur, voilà, sur des grosses thématiques RSE, parce que c'est dans notre ADN, on est entreprise à mission. Donc on va travailler sur, le calcul d'émissions de CO2, comment faire pour être efficace et en même temps, j'allais dire, respectueux de l'environnement de ses collaborateurs. Donner des bons outils aux métiers, aux experts, de la supply chain, c'est aussi leur permettre d'être plus efficaces. C'est aussi leur permettre de, par eux-mêmes, entrer, rentrer et digitaliser, si vous voulez, leur expertise en transformant leur savoir en data. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment clé et de travailler sur ces 3 axes-là chez nous. Et donc la transition est toute trouvée, hein. Aujourd'hui, on a une R&D de 110 personnes et donc Alexis travaille sur toute cette partie de product management. Donc c'est vraiment se dire comment on prend ces briques technologiques-là, je parlais de cartographie par exemple, comment on la met dans des produits qui vont être utilisés par des experts du métier. Et comment on fait pour qu'elle soit, j'allais dire la plus flexible, et la plus ergonomique possible pour que l'utilisateur en fasse le meilleur usage, notamment dans des contextes comme ça un peu urgents, de JO, c'est-à-dire où il va falloir vite anticiper, vite appliquer. S'il y a des choses qui sont pas prévues le jour J, et il y en aura sûrement beaucoup, il va falloir que les produits aussi soient assez flexibles pour très vite modifier, des plans de transport, des optimisations. Voilà. Donc je te laisse la main, Alexis. Ça marche. Est-ce que tu peux aller, tu gardes le partage? Si tu veux, ouais, je garde le Ouais. partage et je Ouais, passe pour donc, toi, comme tu veux. ouais, je veux bien, s'il te plaît, c'est gentil. OK. Comme on parle effectivement de circulation de manière générale et des JO en particulier, la base de tout, donc en tout cas sur nous ce qu'on fait, c'est-à-dire l'optimisation de tournée, en l'occurrence ici, c'est le sujet dont on va traiter, c'est vraiment la donnée. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, et celle suivante encore. Chez Nomadia, du coup, on travaille sur la donnée avec une équipe dédiée. Donc, c'est 7 personnes. On a 2 data scientists, des ingénieurs de données qui sont là pour intégrer des données via des ETL, des outils un petit peu techniques. On a aussi des cartographes. Donc la cartographie qui est un élément majeur de nos produits et qui permet de représenter la donnée de manière la plus claire possible pour que nos clients puissent l'utiliser. Évidemment, des personnes aussi qui vont tester ces données-là. Alors la mission de cette équipe-là, c'est, comme je le disais déjà, de représenter les données sous forme cartographique. Ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours. Parce que des cartes, on peut un peu tout leur faire dire. Il faut qu'elles soient les plus claires possibles. Et puis, on a aussi des utilisateurs qui voient pas forcément bien les couleurs, ce genre de problématiques-là, qu'il faut prendre en compte aussi. Donc voilà, ça c'est un premier challenge. Et l'autre challenge qui est plus important encore, c'est d'intégrer des données qui soient les plus à jour possibles déjà et les plus fiables possibles. Alors, en fonction des pays dans lesquels on travaille, on va avoir un besoin de mise à jour qui est plus ou moins fréquent. Un pays comme par exemple aux États-Unis, on est obligé de mettre à jour très très régulièrement parce qu'il y a des nouveaux lotissements qui apparaissent tous les jours. Mais voilà, donc c'est quand même une part importante de leur travail. Et pourquoi donc en fait on a cette équipe de données là et cette expertise là, en fait c'est parce que même si nous en fait on ne vend pas de données, nous, ce qu'on vend, c'est nos produits qui vont aider à traiter la planification, la traçabilité, les tournées, optimiser les tournées par exemple. En fait, pour bien le faire,
il faut qu'on puisse s'appuyer sur des données qui soient les plus précises possibles. Parce que si vous avez des localisations qui sont un petit peu approximatives, forcément, ça va avoir un impact sur vos tournées calculées finales. Et c'est pareil pour les itinéraires. Les itinéraires, on va se baser sur des vitesses, par exemple, par tronçon. Je reviendrai un petit peu sur cette notion-là de tronçon. Et il faut qu'elles soient les plus précises possibles, voire les plus variées possibles. Donc, on a besoin d'experts qui puissent agréger toute cette donnée-là en fonction de différents fournisseurs. Et donc, ça rejoint le comment qui est la dernière ligne. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante où là, justement, je vais vous parler un petit peu des sources de données qu'on utilise chez nous. Alors, on travaille particulièrement avec le fournisseur de données qui s'appelle IR. Peut-être certains d'entre vous connaissent, mais on travaille aussi avec tous les autres. Et c'est aussi une des différences avec un fournisseur de cartographie, je dirais, classique, qui vend des données de vitesse, de représentation carto, etc. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne vendons pas de données. Donc, ce qui nous importe, c'est d'avoir des résultats qui soient les plus fiables possibles. Donc, pour ça, on va comparer les fournisseurs de cartographie. C'est aussi un des travaux que fait notre pôle data, qui va comparer des vitesses constatées qui ne sont pas toujours les mêmes entre un fournisseur comme Earmaps et Google, mais aussi souvent sur d'autres types de fournisseurs. En France, par exemple, on a des fournisseurs institutionnels que sont l'IGN, qui fournissent des données très très précises. Et puis aussi, on a des fournisseurs, alors ça c'est un petit peu plus international, comme OpenStreetMap, donc de données libres, qui fournissent aussi des données qui peuvent être tout à fait pertinentes. Donc, pourquoi c'est très très intéressant, enfin, et c'est un peu clé de parler d'où vient la donnée. C'est parce que les impacts sont réels, c'est-à-dire que nous, on fait régulièrement en fait on va travailler par exemple sur des géocodages de points, sur l'optimisation, sur de la traçabilité. Donc en fait, la localisation de où est-ce que se passe et où est-ce que se déroule mon activité, où est-ce que se trouve mon client, elle est clé, et on voit tout de suite les impacts opérationnels d'une mauvaise qualité de données ou d'une donnée qui est mal interprétée. Et en fait, selon les sources brutes en fait de la donnée, on va avoir, du coup, on peut avoir exactement la même qualité d'exploitation de cette donnée-là, derrière, des algorithmes. Si la source elle est différente, si elle diffère, on peut avoir des résultats qui sont complètement différents. Donc c'est pour ça que nous, on peut se permettre de multiplier, si vous voulez, les sources de cette donnée-là pour être sûr de trouver un entre-deux. Voilà. La forme de données, le mix le plus réel. De données vont vous dire, typiquement, Google va vous dire effectivement qu'il a la meilleure donnée du monde et que c'est comme ça et pas autrement. Et donc certains vont le prendre un peu comme un talon pour comparer les autres. Nous, comme on compare tout le monde et qu'on le confronte à une réalité, on est capable de dire que parfois chacun a des faiblesses et n'a pas exactement, j'allais dire, forcément les bons calculs itinéraires, forcément le géocodage exact dans tel ou tel pays. Et donc, il faut travailler avec toutes ces sources de données-là pour trouver le mix qui nous paraît le plus réaliste. Voilà, c'est ça. Donc, certains navigateurs vont vous accélérer les vitesses pour vous donner des bons résultats et vous donner l'impression que vous allez aller vite, sauf que la réalité, elle se vérifie jamais, par exemple. d'accord. Donc, finalement, pour répondre à la question de Valentin qui a été posée, qui valide les adresses, c'est plutôt où, finalement? Vous confrontez les différentes réalités, puis à la fin, vous faites votre choix qui est propre à Nomadia, de dire, bon, nous, on décide que pour cette adresse, comme on a 2-3 sources différentes, on choisit ça. C'est ça? Alors, je peux répondre à celle-là si tu veux, Célia. Ouais. Donc, en fait, pour valider les adresses, moi, ce que je comprends dans la question, c'est comment on transforme une adresse en un point sur une carte, en fait, donc ce qu'on appelle du géocodage, langage chez nous. On se base sur plusieurs composants.
il y a une composante un peu technique, algorithmique, et la méthode qu'on va choisir pour faire le match entre l'adresse que vous donnez et un référentiel. Et le deuxième composant, c'est le référentiel de données. En gros, ce qu'il faut s'imaginer, pour faire simple, c'est imaginer une espèce de base de données avec toutes les adresses de France. Et ça, en fait, on s'appuie sur des données de IR, qui sont des données référentielles sur lesquelles nous, on raffine. C'est-à-dire qu'on va, en fonction des feedbacks de nos utilisateurs, on va pouvoir faire quelques modifications à la marge si on sent qu'il y a des faiblesses de part et d'autre. Donc, ce qui va se passer, en fait, quand vous validez, vous intégrez, en fait, une adresse et que ce que vous voulez, c'est qu'elle apparaisse sur la carte et qu'on fasse un itinéraire, c'est que, ça va rentrer dans l'algorithme qui va essayer de faire le match entre la qualité de votre adresse en entrée et ce référentiel-là, qui peut être différente. C'est-à-dire qu'une adresse, vous savez qu'on ne maîtrise pas forcément les données en entrée. Parfois, on a des adresses qui sont de très mauvaise qualité. On ne voit pas bien le type de voix, on ne voit pas bien le libellé où il y a des fautes, etc. Donc là, c'est là qu'il faut une intelligence, un algorithme, qui va essayer de détecter des similarités entre votre adresse en entrée et un référentiel. Et après, effectivement, il y a ce match du référentiel. Dernier aspect, excuse-moi, juste terminer là-dessus. Dernier aspect, une fois en fait qu'on vous a donné une proposition d'adresse, là, on peut aussi laisser à l'utilisateur expert le choix de valider cette adresse-là en fonction de similarités qu'on aura trouvées. On peut proposer 2 ou 3 adresses qu'on a trouvées particulièrement similaires à notre référentiel. Et là, vous laissez le soin de valider, d'entériner finalement. En fait, tout est possible, mais on peut aussi donner le choix à l'utilisateur final de valider son adresse. Il y a plein de stratégies de géocodage possibles, mais c'est une des stratégies que je vous donne. Excuse-moi, je t'ai coupé. Si là, Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on met à disposition. Donc, l'IA pour corriger les fautes de grammaire, typiquement d'orthographe, ou éliminer tous les commentaires polluants dans une adresse. Et effectivement, tu parlais de IR, on travaille aussi beaucoup avec la BAN, donc qui est la base à adresse nationale. Donc, qui en fait, c'est de la donnée des pouvoirs publics qui, eux, déclarent dans le cadastre, par exemple, qu'ils ont modifié une rue et changé tous les numéros. Donc là, on a une source de données qui est extrêmement fiable. Ultra fiable. Parce que c'est celle directement des cadastres et de toutes les municipalités. Et donc, c'est la plus fraîche qu'on puisse obtenir. C'est les données de l'IGN, de la Poste et de la DGFiP, donc la Direction Générale des Impôts, en fait. Donc, ces 3 institutions ont décidé de se réunir, de faire de l'open data et de constituer une base de données consolidée d'adresses. Donc, en fait, c'est la référence en France. Il n'y a pas mieux. Et effectivement, on utilise cet outil-là comme base d'adresse. C'est ça. Et on confronte effectivement tout ça à la réalité. On fait des tests terrain, des tests utilisateurs régulièrement, où on va juste, du coup, prendre notre géocodage, se rendre à l'adresse et se dire, OK, à combien de mètres je suis? Et donc, c'est ça qui améliore aussi la qualité de notre data. Allez, je vais reprendre le fil. Les itinéraires. Ouais, les itinéraires. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Oui, merci. Donc, en fait, pour faire un itinéraire, on a encore besoin de données. Il y a toujours besoin de ça. Alors, on a 2 types de données sur lesquelles on va s'appuyer pour constituer et réaliser un itinéraire. Alors, d'abord, il y a un type de données qu'on appelle les données géométriques. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de recherche opérationnelle lors des études en logistique, je sais que c'est des modules qui existent, et voilà, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs sur la théorie des graphes et autres. Donc, c'est simplement en fait avoir un réseau d'arcs et de nœuds, en fait. Donc ça, c'est la géométrie. Ensuite, le deuxième pan, c'est les données attributaires. Donc, tout ce qu'on va mettre dans cette géométrie-là, donc des données qui sont vraiment, vraiment éparses, il y a énormément de données qu'on peut mettre, les largeurs de route, les hauteurs, pour bien s'assurer qu'un 33 tonnes va passer sous un pont, le type de voie, justement, le pont, la petite voie la petite rue piétonne, et les vitesses aussi.
Et puis d'autres limitations, j'avais mis la fermeture de col par exemple, ça c'est des limitations qu'on peut aussi gérer. Et des choses un petit peu plus exceptionnelles comme les JO. Voilà, donc c'est avec ces deux combinaisons de données-là, on a la base en fait des données pour constituer un itinéraire. Après cet itinéraire-là, on va utiliser des algorithmes de plus court chemin. Le plus célèbre qu'on utilise et qu'on a amélioré, c'est l'algorithme de Dijkstra pour les plus experts. Donc, qui va en gros scanner une partie du réseau pour essayer de trouver le plus court chemin. Et voilà, donc ça constitue, donc en se basant sur cette architecture de données-là, on est capable de calculer des itinéraires voilà, en des temps raisonnables. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Alors, donc, l'une des bases de la constitution et de la fiabilité effectivement des itinéraires, c'est les vitesses sur lesquelles vous allez être particulièrement, et en tout cas nos clients sont particulièrement sensibles. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui, pour des raisons pratiques et simples, voilà, ça donne aussi des résultats convenables, prennent une vitesse un peu moyenne par tronçon. Alors, j'ai oublié de définir ce qu'est un tronçon. Alors, un tronçon, c'est une partie de voie. Généralement, ça peut être une voie entière, mais ça peut être aussi une partie, comme un boulevard, par exemple, qui est constitué de plusieurs segments, de plusieurs tronçons. On en revient à la géométrie dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, sur chaque partie de ce boulevard-là, donc sur chaque tronçon, on va pouvoir y appliquer une vitesse. On ne va pas forcément aller de la même vitesse à chaque partie de ce même boulevard. Et donc, nous, la particularité, c'est qu'on ajoute en plus une autre dimension que la dimension 2D graphique et géométrique, qui est la dimension temporelle. Puisqu'en fait, on sait qu'un boulevard, on ne va pas forcément circuler de la même manière s'il est 1h du matin ou s'il est 8 ou 9h du matin en plein rush pour aller au boulot en grande agglomération. Et de la même manière, on va pas avoir le même impact sur une route hors agglomération sur le même horaire. Donc voilà, nous, on ajoute aussi ce type de composantes-là, ce type de données-là dans le calcul de nos itinéraires. Ce qui est clé pendant les JO. Oui, alors, pour faire le lien effectivement avec la circulation pendant les JO. Alors, un des éléments aussi, ce qu'il faut savoir pour les JO, c'est que c'est un événement tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs comme nous aussi qui se basent sur l'historique pour décider des vitesses de ces fameux tronçons de circulation, merci. Sauf que là, en fait, clairement, je crois que les derniers JO, c'était en 1900 et quelques. Enfin, en tout cas, on n'a pas vraiment d'histoire sur un tel événement. Donc, ce que nous, on propose, par exemple, aussi, c'est de pouvoir personnaliser ces modèles de vitesse en fonction d'événements comme on l'a fait avec le Covid, par exemple. On a pu modéliser des vitesses tout à fait accélérées sur tous les tronçons parce qu'en fait, il n'y avait plus personne dans les routes, donc tout le monde pouvait circuler. En tout cas, tous les transporteurs qui en avaient les droits pouvaient circuler extrêmement rapidement. Voilà, on peut aussi, et c'est ce qu'on va fournir aussi pendant la période des JO, on en parlera après, fournir des modèles de vitesse qui sont changés et qui ne se basent pas sur une prédiction, mais plus une simulation. Pourquoi pas sur une prédiction du machine learning? Parce que tout simplement, on n'a pas l'histoire comme on peut l'avoir sur des journées comme le lundi qui se reproduisent chaque semaine de l'année et sur lesquelles on est capable de récupérer des informations. Là, c'est qu'une fois tous les 100 ans, donc on va avoir une autre approche. C'est ça. Et c'est là où est la limite de la data aussi. C'est-à-dire que comme effectivement, on ne peut pas faire de modèle algorithmique ou d'IA basé sur des historiques. Donc, du coup, c'est le produit qui prend le relais. Et là, aujourd'hui, on calcule les moyennes de vitesse. On va dire, à Paris, sur les quais, à 9h, on va rouler en moyenne à 22 km/h. Là, pendant les JO, tout va être chamboulé. Donc, nous, on laisse la possibilité en fait de faire des scénarios et de se dire ok, je vais prévoir une baisse de la circulation globale de 30% ou peut-être de 50%, mais que sur cette tranche horaire là, et donc je vais pouvoir modéliser et regarder les impacts, faire des scénarios et puis du coup me réorganiser en fonction. Ouais.
Alors justement, pour illustrer, c'est juste de l'illustration pour vous expliquer un petit peu le principe de ça. Donc là, j'ai pris une carte d'une grande agglomération. Donc là, on est sur un périphérique. Donc on a 5 types de vitesses: nuit, standard, chargé, pointe et congestionné. Vous voyez la différence qu'on peut avoir entre le congestionné à 20 km/h et la nuit à 48, on va vraiment plus vite. Donc voilà, alors ça, c'est capital parce qu'en fait, forcément, après, quand on va faire des optimisations de tournée avec des dizaines et des dizaines de points, on va pouvoir rentrer plus ou moins de points si on est plus ou moins rapide. Donc là, nous, en fait, tout l'enjeu, c'est d'être le plus fiable possible, le plus proche de ce qui va vraiment se passer pour que vous puissiez avoir une propre fiabilité sur vos plans de tournée. Voilà, et l'autre illustration, c'est à peu près similaire. Je peux peut-être passer à la suivante. Ouais. Alors, justement, un des éléments importants de la donnée, notamment pour ces JO-là, c'est la cartographie. Alors, juste un rappel, donc ça, c'est des informations que vous pourrez trouver sur le site de la préfecture de police de Paris, en l'occurrence. C'est là où je les ai récupérées. Alors, pour les Jeux olympiques, il y a 4 zones qui sont définies de restriction. Donc, on a une zone dite grise qui est la zone des sites de compétition. Donc là, pour le coup, il y a presque personne qui peut vraiment circuler, à part les athlètes et puis les personnes qui font partie du staff des JO. On a une zone noire qui est une zone en fait de protection dans laquelle il y a des foules qui vont s'exercer, qui est attenante à la zone grise en fait. Et si tu passes à la zone, à la slide suivante, on va avoir des zones qui sont un petit peu plus qu'il faut vraiment observer à la loupe aussi en tant que livreur ou voilà, professionnel en tout cas de la logistique, que sont les zones rouges et les zones bleues. Alors les zones rouges, en fait, il y a une interdiction de circulation, donc à peu près Sauf en globale. cas de laisser-passer vraiment très spécifique. Et là, il y a une procédure Voilà. assez Et complète à... effectivement, là, il y a un registre. Il faut pouvoir s'inscrire sur le site alors, je ne sais plus exactement, je crois que le site de la préfecture, avoir un laissez-passer digital, et là, on peut effectivement accéder au site. Et enfin, il y a une zone bleue un peu moins contraignante, où c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire sur cette plateforme-là. On peut avoir, avec un justificatif, comme un bon de livraison, par exemple, accéder à la zone. Mais en tout cas, il y a des C'est ça. contrôles sur ces zones-là. Et ils ont fait une application qui s'appelle GeoOptimize qui permet effectivement de récupérer ce justificatif qui va permettre de circuler librement dans toute la zone bleue pour les professionnels qui vont livrer dans cette zone. Et donc, vous pouvez récupérer le justificatif sur l'appli GeoOptimize. Voilà. GeoOptimize. Voilà. Le jeu de mots du gouvernement. Alors, si tu passes au slide suivant, voilà, alors justement, ça c'est la recommandation gouvernementale, c'est en gros essayer de contourner, quoi. Le mieux, c'est de contourner. Alors, quand ça c'est dit, c'est pas forcément évident de pouvoir contourner. Alors, il y a sur le site de la préfecture, il y a une cartographie, mais vous pouvez pas construire d'itinéraire. En tout cas, moi, j'ai pas vu. J'ai essayé de faire des itinéraires sur le portail, j'ai pas pu. Donc voilà, il faut trouver d'autres alternatives. Donc, si tu vas sur le slide suivant, alors donc, nous, par exemple, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de faire quelque chose de simple, déjà de représenter les cartes dans nos produits pour éviter que vous alliez, enfin, que nos clients aillent sur la plateforme, par exemple, de la préfecture, et puis ensuite retourne sur le produit. Enfin, c'est pas hyper pratique. Donc, nous, on l'a mis directement sur toutes les cartes de nos produits. Ça, c'est une première chose. Donc là, on voit les restrictions en région parisienne, à la fois de circulation de voies à gauche, et à droite, on voit les zones dont je vous ai parlé tout à l'heure, interdites ou réglementées. Après, ce qu'il faut savoir, ce que vous savez certainement aussi, c'est que en fait, les zones, elles vont être variables dans le temps. Donc déjà, la période des JO, c'est évidemment une période finie, mais au-delà de ça, chaque jour, on va avoir des restrictions qui vont être particulières et différentes. Donc là, par exemple, on a une zone de marathon et une zone cyclisme qui, on le voit, est différente, donc des accès qui seront différents. Est-ce que tu peux aller au slide suivant? Voilà. Et
donc là, ce que je voulais vous montrer, donc là, je vais peut-être faire un partage d'écran. Si tu vas au slide suivant, je ne sais plus si j'avais prévu la démo à ce moment-là, je crois que oui. Ouais. Voilà. Vous montrer justement concrètement comment ça se passe et comment après on peut aussi calculer des itinéraires en prenant en compte ces restrictions de circulation des Jeux Olympiques. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, attends, j'arrête là. Je pense que c'est bon. Est-ce que Ouais. vous voyez, tu vois? Ouais, c'est bon, super. Donc là, je suis dans un de nos produits qui aide justement à la traçabilité des marchandises et aussi à leur optimisation. Donc là, je fais un jeu de données très très simple avec quelques adresses qui se trouvent à Paris, proche des sites justement en tension pendant la période des Jeux Olympiques. Donc je vous parlais de la première étape qui est de représenter en fait déjà ces sites. Donc voilà, donc ça c'est la représentation cartographique qu'on peut retrouver dans le produit directement. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est dans le cas où vous voulez voir un petit peu quel impact ça aura si vous faites des plans de circulation aux alentours de Lyon, par exemple, ou de Marseille, ou même de Paris, si vous avez de la marchandise à récupérer là-haut. C'est de lancer des simulations avec et sans restriction pour voir un petit peu quel impact ça peut avoir. Donc là, j'ai déjà un peu préparé la chose. Alors, je vais vous montrer une première simulation sans restriction aucune. Donc là, en fait, c'est vraiment au plus court chemin. On part de la Seine-Saint-Denis, l'itinéraire emprunte le périphérique parisien, et va au centre de Paris, etc. Après, donc là, grosse difficulté sur le premier trajet que tu montrais, c'est la traversée du Stade de France. Hein, vraiment, là, sur cet itinéraire. Si effectivement, j'affiche par exemple la couche des JO, on voit bien que ça ne va pas. Enfin, voilà. Stade de France et tout le périphérique. Peut-être un pont, non pas de pont sur ce cas-là. Les ponts aussi, ça va être un peu le nerf de la guerre sur ces JO pendant la donnée, c'est-à-dire que sur les 17 ça dépend comment on compte, sur la Seine, il y en aura que 5 d'ouverts, dont un pont piéton. Donc, et il va y avoir des dates aussi très qui vont beaucoup varier pendant les JO. Donc ça, effectivement, passer d'une rive à l'autre, ça va être un des points les plus durs. Donc il va falloir travailler sur, je pense, les répartitions effectivement entre le nord et le sud. Donc pas possible de passer par les ponts. Le périphérique aussi est impossible ouais, tout à fait. à pratiquer. Donc effectivement, voilà, ça va être... Donc là, c'est effectivement on ne voit plus grand-chose, donc je vais enlever les JO. Tac. Donc c'est la simulation telle qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui à peu près. Donc je vous ai préparé aussi une autre simulation, cette fois-ci pendant les JO, que je vais charger maintenant, qui va être vraiment différente, vous allez le voir. Je vais réafficher les JO, où là on voit en fait que l'itinéraire a totalement changé. On contourne tout le périphérique, le Stade de France. Là, il y a une partie de la voie qui n'est pas restreinte, donc qui peut quand même passer vers Le Perreux sur Marne. Bon, voilà. Donc, ce qui donne un itinéraire totalement changeant. Et on va pouvoir comparer justement l'impact de ces deux simulations-là. Donc, si je les compare, je peux par exemple comparer sur le critère de la distance. Je vais afficher plutôt cet histogramme-là. Donc, dans le premier cas, j'ai un parcours qui fait 57 km sans restriction, et dans l'autre, 94. Donc là, on voit que l'impact il est presque x2 sur la distance. Bon, voilà, c'est un plan de tournée. C'est juste pour vous montrer et illustrer un petit peu ce qui est possible de faire, mais c'est peut-être pas forcément un plan de tournée qui va correspondre à vos réalités. Mais en tout cas, gardez en tête que effectivement, ces zones de contournement peuvent avoir un impact important sur votre activité. Je pense que vous vous en doutez. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut calculer cet impact-là, le mesurer, et puis essayer de trouver des alternatives, comme le préconise d'ailleurs la préfecture. Alors, Olivier nous demande... le périphérique, ce ne sera pas juste un sens de neutraliser. Alors si, mais
L'idée, c'est effectivement de ne pas l'emprunter parce que on sait que les impacts en termes Vitesse, vont être catastrophiques. Donc, vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer, il n'y a pas de problème. Et après, vous vous demandez comment la simulation avec les JO a été faite, puisque la carte JO n'est qu'un calque sur couche sans calcul d'itinéraire possible. Alors, c'est, si vous voulez, ouais. pour bien être clair, effectivement, cette représentation cartographique qu'on a faite, c'est une zone nous, on considère de transit interdit. Donc, vous pouvez décider que juste les zones grises et rouges soient des zones de transit interdit. Vous pouvez rajouter effectivement la zone bleue, c'est-à-dire que du coup, quand vous allez lancer des optimisations, après, comme c'est le cas de ce trajet-là, on dit au moteur d'optimisation, surtout, tu n'as pas le droit d'emprunter ces tronçons-là. Donc, trouve-moi un itinéraire et une optimisation qui ne passe pas par ces tronçons routiers-là. Voilà. Donc, il y a une optimisation qui est faite en prenant en compte une interdiction de transit sur certains tronçons. Et en complément, du coup, depuis plusieurs mois maintenant, justement, notre équipe data a marqué, alors déjà, a collecté des données sur les tronçons interdits ou à éviter d'après diverses sources comme justement la préfecture. Elle a marqué justement ces tronçons-là sur les réseaux, le réseau qui nous sert de base au calcul d'itinéraire-là. Donc en fait, on connaît les itinéraires qui vont être entre guillemets chauds et on peut décider de les interdire. Ça, c'est quelque chose qui est à la main des utilisateurs de nos produits. Ils peuvent décider de faire une simulation en interdisant tous les tronçons qui sont marqués JO en gros. Ou tous les tronçons qui sont marqués JO cyclisme, parce que ça va être une période particulière. On va avoir une journée le 27 juillet, par exemple, qui va être l'épreuve du cyclisme. Donc, du coup, on sait que tous les abords des tronçons cyclisme, il faut les éviter, il ne faut pas y aller. Voilà, donc on a cette approche-là. On a à la fois dans le référentiel et comme le disait Célia tout à l'heure, on peut dessiner des zones dites de transit interdit qui permettent d'éviter de contourner les voies qui posent problème. Et donc, vous avez à votre choix quel type effectivement de tronçon vous voulez interdire. Donc, je parlais de la zone bleue. Est-ce que je l'autorise pas? Est-ce que voilà, et là, pour répondre à Jean-Baptiste aussi sur la partie par exemple géocyclisme, effectivement, on appliquera le jour J le graphe, en fait, la carto, si vous voulez, autour de l'épreuve du cyclisme, avec effectivement les horaires de l'épreuve qui sont intégrés. Donc, effectivement, si ce jour-là, vous décidez de faire une partie de vos livraisons en journée et l'autre partie la nuit ne sera pas impactée par l'épreuve de cyclisme. Donc, c'est tout un fonctionnement dynamique de vos solutions avec l'ensemble des datas que vous avez pu collecter au fur et à mesure de votre phase de préparation, parce que ça a été une longue phase de préparation de collecter toutes ces datas. Alors moi, je me pose la question, c'est quoi le travail? Est-ce que c'est un travail titanesque de savoir toutes les épreuves de tous les Jeux Olympiques sur toutes les zones pour toutes les journées avec tous les horaires qui sont prévus? Ça n'a pas été simple parce qu'en fait, on a eu les informations un peu au compte-gouttes. On n'a pas tout eu d'un coup. Ça n'a pas été titanesque non plus, parce que finalement, on a pu récupérer les données à éviter ou interdites sur les sites dédiés. Après, je vous parlais tout à l'heure de notre pôle data, donc il y a des ingénieurs de données. Donc là, il y a tout un travail aussi de réintégration de cette donnée-là dans la base de données référentielle. Donc ça, c'est un petit peu plus long. Ensuite, il faut mettre à jour toute cette base-là pour tous nos clients. Et dernière étape, l'adapter au produit. C'est-à-dire que quelque part dans le produit, il faut pouvoir activer ou désactiver ces tronçons-là quand on en a besoin, quand l'utilisateur en a besoin. Si par exemple là, vous décidez maintenant de travailler sur le produit, vous voulez faire une projection à ce qui va se passer pendant les JO, vous pouvez l'activer en vous disant je vais travailler sur la période de juillet, quel impact ça va avoir.
Mais en même temps, il faudra sans doute la désactiver si vous voulez travailler sur votre plan de tournée de demain, parce que forcément, on n'a pas de restrictions. Donc, il y a aussi un impact sur les interfaces de nos produits. Donc, ça a été plusieurs jours de travail, mais voilà, la difficulté, effectivement, ça a été peut-être plus dans la collecte des données, qui s'est fait de manière un petit peu, parfois, au départ en tout cas, quand on n'a pas eu toutes les infos un peu artisanales à aller chercher sur les sites. Après, ça s'est professionnalisé du côté des institutions, mais au départ, c'était un petit peu sus, ouais. Ouais, et on a peur que ça puisse continuer avec des mises à jour dernière minute un peu à la volée. Voilà. C'est pour ça qu'on anticipe et qu'on est capable d'avoir, si vous voulez, le gros du travail dans la plateforme et s'il y a des mises à jour vraiment appliquées le jour J, de nous pouvoir avoir la possibilité de dessiner son propre polygone ou sélectionner son propre tronçon et de dire, OK, celui-là, aujourd'hui, finalement, il est fermé. Je peux le fermer en live aussi sur mon outil et retravailler mon plan de transport. Alors, donc là, aujourd'hui, on parle des JO, mais en fait, ça, c'est des mécanismes qui peuvent être utilisés dans absolument tous les cas. C'est par exemple, si vous avez, je parlais par exemple des fermetures de colle, voilà, vous pouvez dessiner un col sur lequel vous ne voulez absolument pas passer, ou alors éviter de passer par la frontière suisse parce qu'il y a des frais, voilà, des frais de transport. Ou alors une catastrophe qui arrive, je sais pas, la catastrophe dans la vallée de la Rouya qui a eu il y a quelques années, où il y a des transports à réaliser, vous fermez en fait la zone. Voilà, c'est toutes ces possibilités-là aussi que vous pouvez gérer avec ce type de mécanisme. C'est ça. Et on a l'expérience du Covid aussi qui nous a déjà pas mal challengé, et tous nos clients aussi. Et du coup, moi j'ai une question. Est-ce que vous héritez de ces données en temps réel? Par exemple, on parlait de la fermeture d'un col. Alors nous qui sommes en montagne, ça nous intéresse. D'où est-ce qu'on capte l'information? C'est la préfecture qui nous la donne? C'est Google Maps? Parce que des fois, on voit que Google Maps, quand même, il nous dit direct si c'est un sens interdit ou des travaux. On est bien content de la savoir pour ne pas se retrouver dans le bouchon. Alors vous faites comment? Nous, on n'est pas fournisseur de données comme Google Maps, hein, donc on n'a pas le réseau d'information que peut l'avoir. On peut avoir Google Maps parce qu'il s'appuie aussi sur les utilisateurs à travers ses propres applications, Waze et compagnie, hein, parce que ça appartient aussi à Google. Nous, en fait, on va collecter, on récupère la donnée de IR qui peut nous fournir ce type d'informations-là, et celle effectivement des institutions quand il y a de l'information. Donc c'est pas du temps réel. En plus, derrière, il faut qu'on compile cette donnée-là pour la refournir. Donc, en fait, nous, on va plutôt travailler sur des données agrégées au mois, par exemple. Et si vous avez des fermetures de colle, nous, chez nos clients qui ont cette problématique-là, on va plutôt travailler sur le dessin d'une zone qu'on va fermer. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, justement, là, on est sur un éditeur de zone. Donc, je peux dessiner une zone ici que je vais décider de fermer. Et mon itinéraire, du coup, passera pas par cette zone-là. Donc, ça pourrait être un call ou autre chose. Ouais, voilà comment on gère ce type de problématique. Et il faut bien savoir aussi que la donnée temps réel, elle est extrêmement coûteuse, de par du coup. Et en fait, c'est de la donnée utilisateur. Comme à chaque fois que vous donnez une information dans Waze, je confirme qu'il y a un véhicule arrêté sur la route, etc. C'est de la donnée qui est revendue, qui est extrêmement chère et surtout qui n'est valable que 15-30 minutes. Et donc, en tant que professionnel, est-ce que j'ai un intérêt à investir autant d'argent? En fait, aussi, quel est mon ROI sur l'investissement, sur cette qualité de données-là? Voilà, donc chacun fait après ses choix avec ces coûts-là des fournisseurs de données cartographiques. D'accord, effectivement. On a une idée de combien ça coûte, ça? Parce que je ne sais pas, moi, on est novice, alors je ne sais pas, c'est 1 euro la data, c'est des centimes, c'est des dizaines d'euros? C'est très difficile à expliquer parce que c'est plutôt en fait, c'est plutôt des hits sur des API. En fait, c'est le nombre de requêtes que vous allez faire sur des API, sur ces différents fournisseurs.
Et donc, on va dire que la data temps réel, elle est au moins x2 par rapport à une data classique en termes de prix. D'accord. Voilà. Très bien. Donc après, ça dépend. Voilà. Il faut... Donc voilà, nous, ce qu'on fait, c'est on prend la data la plus fraîche. Effectivement, on a plein de sources de données. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la possibilité de rajouter en temps réel dans les solutions des fermetures de tronçons, des réductions de vitesse, et ça, et de pouvoir le mesurer en temps réel dans un outil. Donc, on laisse la main aussi à l'expertise métier. Parce que il y a ce que des utilisateurs peuvent constater sur des circulations, et après il y a ce que des exploitants, par exemple, connaissent de leur activité, et ou une information qui vient d'un de leurs clients. Bah ça, aucun fournisseur de données ne saura vous le modéliser. Hein. Donc il faut que vous puissiez avoir aussi la flexibilité de la solution pour le rentrer. Voilà. Donc vraiment sur les JO, et en fait en général quand on travaille sur ces problématiques-là, on a deux manières de travailler. Hein. On fait soit du tactique ou de l'opérationnel. Donc là, moi j'ai plein de clients effectivement qui vont travailler sur donc non seulement les tronçons qui sont fermés, mais aussi sur les vitesses de circulation. Donc si je réduis tous mes plans de transport de 30%, combien de sous-traitants ou de ressources supplémentaires ou de décalage ou de capacité de production je vais avoir pendant cette période-là, et comment je fais pour anticiper. Est-ce que je vais aller négocier des jours supplémentaires de passage auprès de mes clients aussi, auprès de mes donneurs d'ordre? Donc tout ça, ça fait partie des études d'impact et des négociations qui sont en cours, hein, encore actuellement entre les transporteurs et leurs donneurs d'ordre. Donc c'est dire, ok, c'est effectivement là, comme le cas d'Alexis, c'était x2 en kilomètres et peut-être en temps de parcours. Donc du coup, il me faut 2 fois plus de véhicules et de chauffeurs, ou comment je m'organise. Voilà. Donc tout ça, nous, nos outils l'aident à le modéliser et à prendre des décisions. Et après, on va avoir l'aspect opérationnel. Là, c'est vraiment tous les jours. Quand je me suis réorganisée, je vais tous les jours lancer effectivement mes plans de transport avec des informations supplémentaires que j'ai rentrées, et avoir, si vous voulez, en live, le meilleur calcul pour affronter la journée. Oui, parce que j'imagine que pendant la période, on va avoir la théorie, ça aura été anticipé, c'est déjà super. Et puis, on va découvrir que finalement, on a une ou deux artères qui sont bouchées parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait des piétons qui passent par là et qui engorgent des segments. Et donc, ça va être bien de se dire, tiens, je rajuste ma solution pour éviter de tomber dans une deuxième impasse que je n'avais pas pu voir anticiper. C'est ça. Et la préfecture de police aura le droit de faire aussi ce qu'elle souhaite pour assurer la sécurité. Donc, tout peut arriver. Donc, il faut avoir la possibilité en fait de pouvoir mettre à jour toute son activité et être assez alerte. Voilà. Donc nous, on propose ces outils-là. Donc moi, j'ai plusieurs effectivement entreprises qui se sont rapprochées pour s'équiper juste pendant cette période-là de 3-4 mois. Et on vient de découvrir un truc, enfin moi je ne le savais pas, parce que quand on optimise les tournées, on pense qu'on va optimiser son trajet. Ce que j'ai découvert aussi là, c'est qu'on va pouvoir faire le charge-capacité de nos coursiers, de nos expressistes, de nos sous-traitants, de nos ressources qui vont être amenés à faire notre activité. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est une thématique qu'on a dans l'industrie, c'est de calculer le nombre de bonhommes, de véhicules dont on a besoin pour faire notre business. Et c'est exactement la même chose appliquée à de la logistique, mais ça va être effectivement, est-ce que donc j'ai des temps de parcours plus longs, est-ce que j'ai des possibilités d'avoir des plus gros volumes de chargement, ou de faire plus de capacité de charge? Est-ce que il vaut mieux que je prévoie aussi, il y a plein d'exemples là, qui sont en train de se monter, de dire ok, je vais faire des points de rupture au nord et au sud de Paris, parce que en fait je peux pas traverser la Seine, donc je vais en faire plusieurs sur ces zones-là, et se dire ok, j'amène mes poids lourds jusqu'à là, je décharge et je passe sur des véhicules légers, je passe sur des vélos cargo, et comment on va faire pour gérer ces points de rupture
et ses capacités. Est-ce qu'il me faut, voilà, pour combien de vélos pour un poids lourd? Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut modéliser avec nos outils aussi. Ça, c'est top. Je pense que si on avait une petite démo là-dessus, on serait heureux de la rediffuser aux invités ou sur notre chaîne YouTube. Je crois que Epner a fait une très très bonne vidéo, justement, où il illustre ça avec un poids lourd qui décharge un point de rupture vers des vélos. Voilà. Donc, si vous voulez aller regarder, allez-y. Je n'ai pas d'action avec Epner. Voilà. Mais les bonnes initiatives et les bonnes idées sont à partager. Donc, vraiment, plein de manières de travailler. On l'a évoqué, hein, sur la partie tactique. On va essayer de sectoriser aussi. Donc, vraiment. Alors là, on est un peu focus sur l'aspect parisien, mais parce qu'il est évident. Mais comme on ne peut pas traverser la Seine, effectivement, il va falloir vraiment bien travailler sur la sectorisation de ces livraisons. C'est-à-dire regrouper et retravailler le découpage de son territoire et se dire voilà comment je vais faire pour mieux travailler. On va avoir des cartes aussi. Donc les isochrones, c'est ces temps de parcours en fait que vous pouvez faire depuis votre hub, votre agence, votre point de rupture, peu importe, et regarder effectivement quel va être l'impact des JO. Et après sur l'aspect opérationnel, comme je vous l'ai dit, si je décide de réduire toutes les vitesses, est-ce que je vais avoir des points en retard? Est-ce qu'ils sont négociables? Est-ce qu'il va falloir que j'ai des véhicules qui effectivement aient plus de taux de charge pour pouvoir en fait compléter ma journée? Toutes ces problématiques, plus là le petit écran que vous voyez en haut, ça va être si vous avez des arbitrages à faire à la main et de se dire ok, ce groupe de points, je vais changer, je vais l'affecter. Vous pouvez le faire et en fait, nous, on va vous donner tout de suite les impacts de cette modification de plan de transport. On vous dit, OK, c'est juste de prendre ce point-là sur la carte et de basculer dans une autre tournée. Donc, on a un outil très ergonomique pour le faire. C'est OK, pas d'impact sur la distance, mais vous allez avoir 12 minutes de conduite de plus. Est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non? Bah, après, c'est à l'opérationnel et à l'expert, en fait, de trancher. Donc, nous, vraiment, on est au service de l'utilisateur aussi. C'est vraiment ça aussi la puissance des produits, c'est de donner un résultat mathématique avec des datas qui soient le plus fiables possible, mais c'est aussi ne pas brider les experts et de pouvoir exploiter leurs connaissances au mieux. Ouais, l'œil humain a encore de l'avenir, hein, puisque effectivement, des fois, quand on voit des cartes, tout ça, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, notamment par rapport à son expérience. Donc là, ça couple les deux. Voilà, il y a l'IA, il y a l'IH, c'est l'intelligence humaine, voilà. Donc, et c'est vrai qu'elle va assez vite, et donc si nos produits, nos capacités sont tournés vers elle, on peut être d'autant plus efficace. Voilà. Donc voilà, nous on va mettre tout un tas de KPI à disposition. Et Jean-Baptiste, tu noteras aussi les émissions de CO2. Comme Oui. ça, peut-être certains pourront faire des plans de transport spéciaux des JO et voir en fait l'impact CO2 sur leur activité. Ouais, bah, c'est top, hein. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être en maîtrise. Donc là, l'outil, je vois qu'il le permet, c'est génial. Donc ça, c'est le résultat par exemple, d'une planification avec justement des hypothèses qui ont été prises pendant les JO. Et on peut le comparer à un autre scénario où on aurait été en mode normal sans les JO, où on aurait fait différemment opérationnellement pour faire ces tournées. Exactement. Et la dernière étape, c'est envoyer ces chauffeurs et sur le terrain et voir qu'est-ce qui se passe en live. Donc, nous, on a aussi des applicatifs chauffeurs qui vont récupérer leur journée de travail, éventuellement faire du scan, etc. Donc, on a une appli. Et on va avoir une tour de contrôle où on va pouvoir remonter en live la géolocalisation, avoir le tracé de leur parcours versus ce qui était prévu. Donc, on va voir est-ce qu'effectivement, ils ont bien pu respecter. Est-ce que les ETA planifiés, donc les horaires de passage entre les différents points sont bien respectés, ou est-ce qu'on est encore complètement irréaliste et donc il faut que je retravaille mon plan de transport pour le lendemain. Ça va être vraiment, ça va faire partie aussi des outils d'exécution qui vont donner de la data qui est la vôtre sur le terrain qui va vous permettre de travailler le lendemain.
Très bien, bah ça va être top, hein. C'est sûr que cet outil-là il va être hyper pratique parce que les choses que vous aurez anticipées, vous, avec votre récolte de données, dans la vraie vie, il y aura des décalages. Et donc, celui qui est en tour de contrôle, il pourra aller voir et modifier ses cartes alors, si je comprends bien. Exactement. Et se dire, ok, donc en fait, j'étais à peu près bon, mais je suis en retard sur X points, je sais pas, de temps de minutes. Ça veut dire peut-être que ma vitesse de circulation elle est encore un peu trop optimiste. Donc je vais encore baisser un petit peu pour être au plus juste de mon activité. Parfait. Je vois que c'est question and answers, les questions. Voilà. Est-ce que nos invités ont des questions justement à vous poser? Donc n'hésitez pas à les poser. On a déjà eu une grosse densité d'informations partagées par Alexis et Célia. Je vous en remercie. Avec plaisir. On fait toujours des sujets pointus ensemble. Hein. Oui, c'est assez pointu et c'est top parce qu'on découvre aussi une autre manière d'utiliser le DMS, un Delivery Management System, en rentrant un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans le moteur pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je vous remercie de prendre le temps de partager cette expertise parce que ce n'est pas une démo d'un outil. En fait, on se rend compte du travail qu'il y a derrière pour que les utilisateurs comme vous et moi ou comme nos invités puissent l'utiliser au quotidien et se dire d'accord, je me projette dans ce type d'outil pour améliorer les performances opérationnelles, d'efficacité pour mes clients, et puis aussi environnementale, on l'a vu, puisque ça calcule les émissions de CO2. Donc, je vous remercie de ce webinaire. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc on va pouvoir terminer le webinaire, le mettre à disposition sur notre chaîne YouTube pour qu'il soit revu et revu. Donc, on laisse le mot de la fin à Alexis. Allez, tiens, c'est lui qui conclura. Ouais, ça marche. On a un super commentaire de Olivier. Hein. Si tu veux le lire, Alexis. Merci pour cette présentation. On se rend bien compte du travail accompli, encore à accomplir pour proposer une solution pertinente pour les utilisateurs. Ouais, on essaie de travailler là-dessus. Merci pour tout, l'invitation, les questions, c'était très chouette. Ouais. Et bon JO à tous. Bon JO à tous. Vous êtes fort. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour certainement prochain webinaire. On en a déjà imaginé certains, donc il n'y a plus qu'à les programmer. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.